Merci Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, collègues. Est-ce que le pouvoir législatif existe encore dans notre pays? Ce lundi, l'exécutif a une nouvelle fois piétiné l'Assemblée nationale sur la loi de programmation des finances publiques. Pour votre 17e 49.3, vous n'avez même pas pris la peine de vous rendre disponible, Madame Borne. La Macronie continue de disrupter sur la démocratie et invente le 49.3 par procuration. Lundi donc, le ministre des Relations avec le Parlement, tout un symbole tout de même, est venu porter à notre connaissance une lettre de votre main qui annonce un nouveau passage en force. Au bout de 17 49.3, on doit au moins reconnaître que le gouvernement a optimisé l'exercice. 3 minutes et 4 secondes après l'ouverture de la séance, le débat était clos, bouclé et verrouillé. Un nouveau record d'efficacité qui doit vous rendre fiers, j'en suis sûre. Ce 49.3 est aussi inédit car vous avez multiplié les ruses pour pouvoir l'utiliser. La programmation des finances publiques n'est pas un texte budgétaire. Alors vous avez convoqué une session extraordinaire en septembre pour disposer d'un 49.3, pourquoi se priver? Et quand le texte est revenu en session ordinaire, vous avez prétendu que vous pouviez utiliser sans compter un nouveau 49.3, au motif qu'il aurait été déjà activé. Un drôle de procédé dont la constitutionnalité est questionnée par plusieurs juristes et sur lesquels nous ne manquerons pas de nous pencher. Alors, si vous innovez sur la forme, le fond est malheureusement toujours le même et toujours aussi décevant. Pour justifier ce nouveau passage en force, vous nous rejouez la carte des débats ont été longs, de l'absence de majorité alternative, que ce texte serait ô combien indispensable à venir et assurer notre crédibilité. Mais tout cela n'est qu'une comédie ponctuée de grands blabla. Et au bout d'un an et demi, ces arguments ne tiennent plus. D'abord parce que nous avons démontré lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale qu'on était capable de dégager des majorités. Simplement, ces dernières ne plaisent pas au président de la République, Emmanuel Macron. À plusieurs reprises, contre l'avis du gouvernement, nous avons fait adopter des amendements budgétaires. Les 20 milliards d'euros de recettes fiscales, en plus votés par la Commission des finances, effacés par le 49.3. La hausse des rémunérations des salariés de l'aide à domicile, des AESH, le maintien de la Civise, retiré par le 49.3. Les 1,5 milliard pour le fret ferroviaire, les 10 millions pour le fonds de soutien au développement des MJC et associations culturelles dans les quartiers populaires, balayés par le 49.3. Ensuite, vous nous dites que cette loi est une nécessité. Mais ce n'est pas vrai. C'est même parfaitement le contraire. Cette loi, elle est dangereuse pour les finances publiques. Elle nous fait sombrer pour les 4 prochaines années dans une abîme austéritaire. Vous refusez le terme austérité. Mais comment appelez-vous une loi qui impose aux dépenses publiques d'évoluer vers moins vite que l'inflation? Comment appelez-vous une loi qui limite les créations d'emplois dans les ministères, dans les opérateurs de l'État? Comment appelez-vous une loi dont la seule boussole est la réduction de la dette et du déficit public, quoi qu'il en coûte pour nos services publics? Les dépenses publiques sont créatrices de richesses. Ce n'est pas de l'argent qu'on jette par les fenêtres et qui disparaîtrait dans la nature. Couper ainsi, à l'aveugle, ne fera qu'appauvrir l'État. Cette loi, elle est tellement austéritaire que vous allez réellement appauvrir l'État. Et on grince des dents quand on pense qu'il y a quelques mois, Emmanuel Macron imposait aux Français, par 49.3 pour changer, de travailler 2 ans de plus au prétexte que l'argent manquait pour financer nos retraites. Tout cela n'assure en rien notre crédibilité, c'est même le contraire. Cette logique économique est à contresens de notre époque. Elle est complètement en décalage avec les enjeux qui traversent notre pays. Comment espérer respecter l'accord de Paris quand nous devons investir entre 60 et 70 milliards d'euros par an? Plus vous attendez pour réaliser ces investissements, plus la facture écologique va augmenter. En 2022, rien que les catastrophes naturelles, sans parler de tous les autres effets du dérèglement climatique, ça nous a déjà coûté 10 milliards d'euros à la puissance publique. Pour répondre à la crise sociale qui secoue notre pays, il faudrait investir dans les services publics de proximité, dans le logement, dans l'école, dans la santé. Il faudrait par exemple investir pour que chaque élève en situation de handicap puisse aller à l'école. Pour cela, il n'y a pas assez d'AESH. Aujourd'hui, en raison de votre politique d'économie de bout de chandelle, il en manque des milliers. Et rien que dans mon département, le Puy-de-Dôme, ce sont 200 élèves qui sont privés de scolarité. Il faudrait investir pour que les femmes puissent accoucher en sécurité, près de chez elles, dans des maternités qui fonctionnent. Il faudrait s'assurer que les malades puissent se faire soigner où qu'ils vivent.
Une nécessité absolue alors que les mobilisations se multiplient contre les fermetures de services d'urgence et que le personnel hospitalier sera en grève demain pour dénoncer l'affaiblissement du système de santé. Il faudrait des trains qui fonctionnent, des logements abordables, un accompagnement social pour les familles en difficulté éducative, des lieux de placement pour les enfants en danger. Il faudrait que les citoyens puissent manger à leur faim, que les familles à la rue et les enfants à la rue soient relogés rapidement, immédiatement. Et c'est de tout cela que nous prive ce texte, en nous fixant un objectif d'austérité pour les prochaines années. Même les collectivités territoriales payent le prix de vos obsessions budgétaires. Elles se voient contraintes alors qu'elles ne cessent d'alerter sur l'état de leurs finances. Et plutôt que de les aider pour financer à la hauteur leurs compétences et les tâches que l'État leur confie, elles voient elles aussi leurs dépenses plafonnées en dessous de l'inflation. J'alerte ici les ministres et mes collègues. À abuser du 49.3 pour un projet politique sans majorité parlementaire, le gouvernement est en train de dissoudre le pouvoir législatif. Les passages en force successifs vident le sens de notre travail et notre fonction. À quoi bon pour les citoyens de nous solliciter si à la fin, Emmanuel Macron décide seul? À quoi bon pour les associations, les syndicats, de proposer des solutions si à la fin, tous les amendements sont balayés par un 49.3? À force de priver l'Assemblée nationale de vote, mais aussi de débat, l'exécutif est en train de faire disparaître le pouvoir législatif et d'anesthésier la vie politique. Cette façon de gouverner est en train de créer des impasses démocratiques graves. Elles vont augmenter le sentiment antiparlementaire et elles vont surtout créer des fractures durables entre les citoyens et la vie démocratique de notre pays. Car votre autoritarisme déborde les murs de notre Assemblée. Il s'exprime sous de multiples formes. Alors un ministre de la Justice mis en examen, il reste en poste. Une association écologiste se mobilise contre les méga-bassines, on la dissout. Enfin, on essaie de la dissoudre, car pour une fois, le Conseil d'État a joué son rôle de garde-fou et a annulé votre honteuse décision. De la peinture sur les murs d'un ministère, tout le monde en garde à vue. Une mobilisation contre un projet routier, tout le monde en garde à vue. Les enfants des quartiers qui se révoltent, en garde à vue et en prison. Les manifestations pour la paix, on les interdit, on arrête tout le monde pour une pancarte ou un drapeau. Votre pouvoir ne tient plus qu'à quelques fils, à la complaisance de la droite qui s'efforce d'être à votre remorque. Sera peut-être d'ailleurs le prochain groupe de la majorité relative. Ça tient aussi aux négociations avec l'extrême droite, qui, on le rappelle, a tenté de monnayer son abstention sur ce texte, en nous déroulant pourtant son discours contre l'austérité venue de Bruxelles. Mais en fait, vous n'êtes pas à une incohérence près. Mais votre majorité relative se fissure aussi. Et nombreux dans vos rangs désapprouvent cette débauche de passage en force. Dans quelques jours, la Macronie ira chercher sur les bancs de LR et du RN une majorité pour faire voter son texte sur l'immigration. Ce qui ajoutera encore de la confusion et de la pagaille, à moins que, là encore, vous ne préférez un 49.3. En fait, ce n'est qu'une question de temps pour que tout l'édifice s'écroule. Le problème, c'est que votre dérive autoritaire peut entraîner bien plus que la Macronie avec elle. Ce qui est menacé par ces passages en force, c'est l'espoir de la politique, l'espoir dans notre capacité collective à faire changer les choses. Et la responsabilité de la gauche, de la NUPES, elle est précisément là. De faire vivre cette alternative et d'incarner avec crédibilité, c'est de cette façon que nous ferons reculer le désespoir créé par la Macronie sur lequel l'extrême droite prospère. Et j'appelle donc toutes les forces progressistes qui siègent dans cet hémicycle à s'opposer à l'autoritarisme d'Emmanuel Macron et à défendre la démocratie en votant cette motion de censure.